Un long corridor entre le Sahara et l'Afrique chaude et humide, au sud du tropique du Cancer, voilà le Mali. Ce vieux socle de grès, enclavé sous le Grand Sahara, a été le berceau de nombreux royaumes et empires, aujourd'hui rejoints par les sables et la sécheresse. Parmi la mosaïque de peuples qui constitue sa population, les Dogons et les Hommes Bleus, les Touaregs, que nous rencontrons en compagnie du naturaliste Michel Huette. Autrefois, tous les peuples du Sahara ont subi des phénomènes climatiques planétaires et ont dû s'adapter ou quitter les lieux. Aujourd'hui, les Dogons et les Hommes Bleus subissent des phénomènes identiques. Mais ils peuvent aussi en accentuer le rythme et l'ampleur. Reste le régime des pluies, qui est aussi un facteur essentiel de survie. Rencontre, à hauteur d'homme, avec ces deux peuples au destin exigeant et difficile. Les falaises de Bandiangara méritent vraiment le détour. D'ailleurs, le terme de falaise est faible pour désigner la complexité d'un système dans lequel on trouve des tables, des écharpes rocheuses, des éboulis, des chaos énormes et des vallons. Dans ce paysage minéral et chaotique, dont les origines sont archi lointaines, paysage bousculé par des forces tectoniques incroyables, usé par l'eau, le vent et le sable, pendant des centaines de millions d'années, eh bien c'est dans ce paysage que les Dogons ont trouvé refuge. Pour découvrir l'univers des Dogons, je vous donne une première clé. Ils arrivent du sud-ouest, de la région du Mandé, au XIIIe siècle, alors que l'empire du Mali était à son apogée. Ce peuple de cultivateurs, pacifiques, sans cesse harcelés par les populations voisines, notamment les Peuls, décident de fuir. Ils viennent jusqu'ici, sur cette forteresse naturelle que sont les falaises de Bandiangara. Ils occupent des positions défensives, alors que 300 mètres plus bas, la plaine immense pourrait leur donner un sol fertile et une eau abondante. Mais on n'entre pas au village Dogon sans guide. D'après un proverbe Dogon qui se dit « La mauvaise nuit fait son temps, le jour apparaît ». Qu'est-ce que tu entends par là? Je veux dire par là, les Dogons, à leur arrivée, ils avaient beaucoup souffert. Mais le fait de trouver un point d'eau, une terre et de l'ombre, vraiment c'est devenu un paradis. Ils ont trouvé un endroit pour se cacher contre les envahisseurs. Alors, ce village-là est celui qui se trouve juste en dessous de celui de tes ancêtres, qui est actuellement en ruine. Ah oui. Alors, dans cet univers de cailloux, là, tu vois, et de soleil, j'aimerais bien connaître ce paradis. Ah, je vais te conduire là-bas. Allez, on y va. Oh, dis donc. Le jardin du paradis. Quand les Dogons sont arrivés ici, ils ont été vraiment récompensés de leur longue marche. C'est incroyable de trouver ça ici. Oui. Une oasis dans le rocher, des petits jardins, des grands arbres aussi. Ça, ce sont des arbres qu'on ne trouve pas au Sahel. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il pleut beaucoup ici. Oui, il pleut beaucoup. Et les baobabs qui ont des feuilles, c'est parce qu'ils se trouvent au bord d'un point d'eau. Voilà. Sinon, il y a des baobabs qui sont un peu loin du point d'eau, ils perdent leurs feuilles. Ouais, c'est pour éviter l'évaporation. Oui. Et toute cette terre qui est là,
Et elle vient d'ici, elle vient du rocher en fait. Ah oui. C'est le vent qui l'a soufflé, c'est l'eau qui l'a embarqué. Les villages sont construits sur le rocher, sur la dalle brûlante. Oui. Et les jardins sont là, à proximité de l'eau. Là, c'est un jardin familial. Alors on cultive quoi? Il y a des oignons là. Il y a des oignons, c'est le légume de base. Les oignons sont cultivés dans la famille. C'est pour compléter la culture vivrière. Parce qu'on a la culture vivrière, ça ne suffit pas largement. Donc en cultivant, en faisant la culture maraîchère, donc on vend ces oignons pour payer du mil. Donc les hommes, les garçons travaillent avec leur papa, ils ont les biens communs, et les filles ont les mêmes biens communs avec leur maman. D'accord. Donc dans une famille, après la récolte, on donne tout l'argent au chef de famille, et le chef de famille leur donne un petit besoin, et le reste d'argent est gardé par lui. Ce sont des crocodiles du Nil en fait. Ce sont des animaux qui devraient être de très grande taille. Et puis ils sont tout petits parce qu'ils sont dans un milieu qui est très restreint. Donc ils ne peuvent pas se développer correctement. Tous les grands animaux qui vivent sur des tout petits milieux, condamnés à cela, deviennent nains quoi, finalement. Donc ici ils se nourrissent probablement de crapauds, de grenouilles, en tout cas de pas grand-chose. Alors c'est bien, hein, ça veut dire qu'ils sont là depuis très longtemps. Ils sont arrivés bien avant les Dogons, à l'époque où ici il pleuvait beaucoup. Hein. Et puis surtout, c'est la preuve qu'il y a toujours de l'eau à cet endroit. Les caïmans, c'est un animal qui porte bonheur. Et tant qu'ils sont là, il y aura tout le temps de l'eau. Donc on les respecte, on ne les fait pas du mal. Et ils sont gentils. Écoutez, c'est l'eau, c'est la vie. C'est sacré, ici, on entre pieds nus. Quand il pleut sur le plateau, l'eau s'infiltre par des fissures qui ont été créées par des torsions, hein, par des mouvements très puissants des forces tectoniques. Elle s'enfonce dans le massif et elle met plusieurs mois avant de ressortir, avant de rencontrer à nouveau la lumière. Tout simplement parce qu'on est dans un massif de grès. Seulement le grès, c'est une roche sédimentaire. Il y a donc des plaques qui s'empilent les unes sur les autres. Certaines de ces plaques s'enfoncent à l'intérieur du plateau en s'inclinant et chassent l'eau vers les profondeurs du rocher. D'autres plaques renvoient l'eau vers l'extérieur, puisque l'inclinaison est dans l'autre sens. Et par ce mouvement de va-et-vient, l'eau peut mettre plusieurs mois avant de retrouver la lumière. Mais quand ça se produit, comme ici, eh bien c'est du bonheur pour les Dogons. Un village Dogon, c'est des toits pour abriter chaque famille et une spécialité, le grenier. Toutes ces petites tours carrées là, qui jouxtent les maisons d'habitation, ce sont des greniers surmontés d'un petit chapeau pointu. Oui, on a deux sortes de greniers. Il y a le mâle et la femelle. Le mâle a moins de rôle que la femelle. Dans le mâle, on met uniquement les épis du mil. Par contre, dans la femelle, elle est compartimentée. On peut mettre plusieurs différents grains dedans. Les grains de mil, de sorgho, de haricots, de fonio. Donc ça représente l'occupation d'une femme dans une famille Dogon. Chez nous, on dit que quelle que soit la paresse d'une femme, elle est égale à un homme travailleur. Le matin, elle doit chercher de l'eau, elle doit faire à manger, elle doit s'en occuper des enfants. Donc ces occupations dépassent vraiment celui des hommes. Ça veut dire que la femme dans la société Dogon est très importante. La femme dans la société Dogon est très importante. C'est pour cette raison, dans le mot famille, il y a le mot femme. Quelle que soit la méchanceté de l'homme, ce n'est pas considéré. Mais quand la femme elle est bonne, elle est gentille, et toute la méchanceté de l'homme est noyée. Et cette famille sera bien vue.
Donc l'avenir des Dogons passe par la femme Dogon. Voilà. Chaque village Dogon, clairsemé ici dans les falaises, a son propre caractère. Il faut comprendre le mot caractère au sens caractère des hommes. Il y a des villages de cultivateurs, les plus nombreux, et quelques villages de forgerons. Entre ces deux types de villages se noue une grande solidarité et une complémentarité. À travers un troc, ils se troquent des morceaux de vie. Le forgeron va faire naître la vie à partir du feu et du fer qu'il va travailler. C'est l'outil du cultivateur qui, à son tour, va fabriquer la vie à partir de son travail et des récoltes vivrières qu'il obtiendra. Viens là, toi. Et tu ne me mords pas. C'est un caméléon. On est pressé de se sauver. Oui, oui, oui. Alors dis donc, il est très très beau, hein. Il est marbré. En fait, il a des pigments qui lui permettent et des taches de se confondre comme ça sur le milieu. On appelle ça l'homochromie, la confusion par la couleur. Alors ça mord très fort un caméléon, hein. Ça broie les insectes dont il se nourrit, les criquets notamment. Ah oui. Alors j'aimerais pas qu'il me prenne le doigt. Ça a des pinces, tu vois. Aux pattes avant, les 3 doigts sont collés à l'intérieur, 2 doigts à l'extérieur. Et aux pattes arrière, c'est l'inverse. 3 doigts collés à l'extérieur, 2 doigts collés à l'intérieur. En plus, ça a des yeux mobiles. Avec un œil, il peut regarder devant, avec l'autre, il peut regarder derrière. Et pour viser, il est obligé de viser avec ses 2 yeux. Il doit avoir un relief pour viser. Et il attrape ses proies, tu vois, avec une langue qui est enroulée là, dans le fond de sa gorge, et qui se termine par une massue. Tu vois, une massue gluante. Tu vois, on la voit ici, là. Et c'est avec ça qu'il arrive à choper les insectes. Alors en réalité, dans sa langue, il injecte du sang violemment, tu vois, pouf, ce qui fait qu'elle se déploie sur le devant. C'est beau, hein? C'est très très beau. Allez, ah, tu ne me mords pas. Retourne chez toi. Alors ce qui est très très drôle, c'est quand on voit le caméléon qui se déplace sur une branche, il se déplace très lentement, comme ça, puis de manière très saccadée. C'est pour éviter de se faire repérer. Ah. Les caméléons, je me rappelle bien encore, quand on était petit, on s'amusait beaucoup avec parce qu'ils prenaient la couleur de nos habits. Et ils marchent lentement. À l'origine du monde, la terre était inondée pour ne pas l'abîmer et ils marchent doucement. Et souvent, on dit qu'il y a des hommes caméléons parce qu'ils changent leur attitude de temps en temps. Et aussi, ils se nourrissent des criquets. Et un jour, il a passé la nuit dans une grotte avec un criquet et l'obscurité lui a empêché de le voir. Donc depuis lors maintenant, il déteste l'obscurité. Parce que ça l'empêche de manger. Parce que ça l'empêche de manger. Et le caméléon, la nuit, devient tout blanc. La nuit, il devient tout blanc. Pour quelle raison il devient tout blanc? Parce qu'il est plus excité par le rayonnement solaire. Ah, et oui. c'est l'excitation qui lui fait prendre des taches et des couleurs. Oh, dis donc, est-ce qu'il est beau celui-là? C'est un ficus, un figuier? C'est un figuier. On l'appelle bagnan, hein? Tu te rends compte que cet arbre-là, Oui. on le trouve théoriquement dans l'Afrique humide. Tu vois, c'est quand même le signe, encore une fois, Oui. comme pour les crocodiles, Oui. que les falaises de Bandiangara sont une sorte d'arche de Noé pour les plantes et pour les animaux. Ça, ce sont des vestiges, ça. Ah oui. Et au milieu de tout ça, les Dogons se sont installés, ils vivent en harmonie. Et en arrivant, j'ai vu un baobab, là. Alors celui-là, c'est un monument. Hein. Pourquoi est-ce que son tronc est comme ça? Son tronc est comme ça parce que c'est un arbre qui joue un rôle très important chez nous. Il participe à notre vie, il participe à ce que nous consommons. Parce qu'on fait la corde avec son écorce, on enlève avec une herbinette, on le tape avec un petit morceau de bois pour enlever les fibres, pour faire la corde. Et on utilise ses feuilles pour faire la sauce. Et on utilise ses fruits pour faire de la bouillie. Donc c'est un arbre qui est très important dans notre société, dans notre milieu. Et ici, il est complètement à sa place. Ici, il est complètement à sa place. Tu vois, celui-là, dis donc, qu'est-ce qu'il est beau. On pourrait presque gravir comme ça son tronc en utilisant les rebords, les cicatrices. Ah oui.
En France, dans les villages, on plante des arbres de la liberté au centre des villages. Ce sont souvent des tilleuls. Alors celui-ci, il a été planté pourquoi? Parce qu'il est planté, celui-là. Ouais, celui-là, il est planté pour palabrer. Oui. On a 4 endroits à palabre. Il y a l'arbre à palabre, la case à palabre, la grotte à palabre et les planches à palabre. Mais parmi eux tous, la case à palabre est plus importante, mais sous l'arbre à palabre, ça peut être un figuier, un nimier, un fromager, sous laquelle on apprend les métiers traditionnels tels que le cordage, la couture traditionnelle. C'est là où ils se regroupent pour trancher souvent des problèmes. C'est là où ils arrangent les litiges. Donc c'est un lien à palabre. Ce sont toujours de grands arbres. Ce sont toujours des grands arbres. Qui relient le sol au ciel, c'est ça? Qui relient au le sol au cosmos. ciel. Et qui prend une place énorme, qui donne beaucoup d'ombre. Et ça a été planté, ils ont mis des pierres qui sont en forme d'une chaise, une pierre plate et tout. Donc là, ils pouvaient faire des siestes. Et quand il y a des fêtes, surtout, chacun amène sa bière de mille sous l'arbre à palabre et ils boivent. Donc ils veulent savoir quelle femme fait bien la bière de mille, quelle femme sait bien faire à manger. Donc c'est un lien vraiment qui est fait pour ça. Ah, vous parlez des femmes sous l'arbre à palabre? Ah oui, on parle des femmes sous l'arbre à palabre. Les femmes, normalement, les saucisses n'ont pas de sens s'il n'y a pas de pied. Là, on peut parler, on est ensemble. Alors quand les femmes palabrent, elles palabrent où? Et elles palabrent sous les maisons des femmes à règle. Ah d'accord. Ou quand elles vont au sang, ou quand elles passent chercher de l'eau. Quand elles ont un débat, les femmes ne finissent jamais de puiser de l'eau parce qu'il faut que le débat finisse. Et là, elles parlent des hommes. Là, elles parlent des hommes. Et quand elles reviennent à la maison, elles font semblant comme rien n'est passé. Tous les villages installés dans la falaise sont parfaitement protégés parce que les envahisseurs doivent passer par des points défensifs comme celui-ci. Il suffit de retirer l'échelle pour ralentir leur progression, ou alors il y a des passages obligés comme ce canyon à partir duquel on pouvait bombarder les assaillants avec des cailloux. On entend les rumeurs d'un village qui monte de la plaine. C'est un village Dogon? Oui, c'est un village Dogon. Depuis quelques temps, il y a des Dogons qui ont décidé de descendre plus bas pour faciliter les tâches et pour faire des échanges avec les autres et pour éviter tout le temps des transports du mille jusqu'en haut. Et ils peuvent faire du commerce, ils sont plus simples, il y a plus de terre. Donc c'est pour cette raison qu'ils sont descendus d'autres dans la plaine. Et c'est parce que les Dogons sont en paix quand même aujourd'hui. Ils sont vraiment en paix. Parce qu'au début, très longtemps, ils n'avaient pas le droit parce que les envahisseurs pouvaient venir les chercher à d'autres chevaux. Et là maintenant, comme ils sont gouvernés par la paix, ils sont très contents. Il y a la lumière, donc ils sont là. Oh, dis donc, je ne m'attendais pas à en trouver ici. Ce sont des euphorbes. Alors, c'est une plante, tu sais, qui stocke son eau dans ses tissus. Elle fait des réserves. Ah, ouais. Alors, elle est boudinée comme ça, hein, c'est drôle comme plante. Et en plus, elle perd ses feuilles au moment de la sécheresse pour limiter l'évaporation.
Alors comme toutes les euphorbes, d'ailleurs tu vois je l'ai touché un peu, là je l'ai blessé déjà, c'est très fragile. Elle contient donc un latex. Hop, et ce latex est très toxique, hein, il est irritant. On ne peut pas le mettre sur les yeux par exemple ou sur une coupure, ça brûle, quoi, c'est du poison. Hein. En même temps, ça la protège des prédateurs. Effectivement, chez nous, on trouve vraiment aussi cette plante, elle est vraiment très utile. Toutes les poules ont des puces. Donc on utilise cette plante pour mettre dans le poulailler pour que les poules soient vraiment tranquilles. Ou souvent pour limiter les parcelles où on met au bord de la route. Ça fait des haies Comme ici, comme ici. Mais tu sais qu'en France, les poules ont des puces aussi. Hein. Ah mais peut-être vous ne connaissez pas son utilité. Et je vais en emmener. En tout cas, dis donc, il y a un bel alignement là. Ah ouais, là c'est bien aligné. La communauté d'Ogon compte environ 300 000 personnes, dont 20% sont répartis ici dans les falaises. Les villages, évidemment, sont éparpillés et pourtant, ils obéissent aux mêmes règles. À l'intérieur de chaque village, il existe une hiérarchie spirituelle, appelons-la comme ça, au sommet de laquelle se trouve le Ogon. Effectivement, le Ogon, c'est le plus âgé du village. Il n'y a aucune personne qui est supérieure à lui. Donc, il est le chef spirituel coutumier et religieux. Donc, il est choisi par ordre d'âge. Et chaque village est égal. Chaque village respecte son Ogon. Il n'y a pas un Ogon supérieur à l'un ou l'autre. Et pour rafraîchir la mémoire des habitants, sur les portes des greniers ou sur les portes des habitations figurent des pages de leur histoire. Les portes sont décorées ici parce qu'à l'origine, tous les Dogons avaient le même dieu unique. Et on a des animaux familiers tels que les chiens, des poules. Et là, c'est le dieu Amman qui est au milieu. Et ils mettent à l'entrée et à la sortie du village contre les mauvais esprits. Et là, vous avez des saints qui représentent les signes de fécondité et aussi les signes de la fertilité. Et les personnes qui soulèvent les bras, ils veulent avoir le contact direct avec le ciel, puisque Dieu est au ciel. Pourquoi est-ce qu'on grave tout ça dans une porte en bois plutôt que dans la terre des murs, par exemple? Ils sont graves parce que c'est des protections supplémentaires et on l'utilise toute la journée, tous les jours. Et il joue un rôle vraiment important. Parce que sur le mur, quand on met, on ne va pas le toucher, donc c'est juste fixé, donc c'est pas bon. Donc on aime tout le temps, on est en relation directe tout le temps avec la porte. Et aussi, il y a des personnes qui transportent les cadavres, ils l'amènent dans leur village, dans la falaise. Ils les amènent avec leurs ancêtres. Il y a des masques qui sortent pour chasser les mauvais esprits. Ils dansent une danse qui les conduit au paradis. Ce dont il faut se rappeler, c'est qu'à l'intérieur des falaises de Bandiangara, les Dogons ont su, depuis des siècles, par intelligence et par leur travail, mettre au point des techniques d'exploitation du sol optimales. À mon avis, le seul véritable danger qui les menace, c'est qu'ils se laissent séduire par je ne sais quel projet de développement qui aurait pour but d'améliorer, de moderniser les techniques d'exploitation du sol. Si c'était le cas, je crains fort que le faible lien qui relie les Dogons à leur environnement se casse très rapidement. Nos techniques ancestrales sont en collaboration avec le mouvement de la nature, avec ce que la nature nous apporte, on est en collaboration et on marchera tout le temps avec eux. Changement de décor, après 2 jours et 700 km de piste, le naturaliste Michel Huette remonte vers le nord du Mali, au cœur de l'Adrar des Ifora, juste sous la frontière algérienne et le Grand Sahara. La végétation s'appauvrit ou se spécialise entre les pierres surchauffées. Nous sommes au pays des hommes bleus, des Touaregs.
quand on entre à l'intérieur des limites du Sahara, et plus encore quand on entre dans le Sahara malien, malgré l'immensité, malgré l'impression de solitude, on ressent quelque chose de très fort. On sait qu'on entre chez quelqu'un. On entre chez les Touaregs. Et pour pénétrer ce milieu, pour le découvrir, il est absolument indispensable de se rapprocher de nos hôtes. Parce que c'est eux qui connaissent les clés qui nous permettront de comprendre comment le Sahara fonctionne. Là, c'est Sarid, c'est un guide. Là, c'est Hosseini, c'est un chauffeur. Là, c'est Acha, cuisinier. Et là, c'est Ibrahim, chauffeur. Et moi-même, Badi. Et Zeyna, c'est ma fille. Mamou, c'est ma femme. Et Rissa, chauffeur. Tu sais qu'ici, Badi, on a l'impression d'être au même endroit, il y a 18 000 ans en arrière. Les limites sud du Sahara correspondaient à l'époque à environ, si tu veux, ce qui correspond maintenant à l'extrémité sud du Sahel. Ce qui veut dire qu'une grande partie du Sahel repose aujourd'hui sur des dunes de sable qui datent du Sahara de cette époque. Mais j'imagine qu'ici l'été, par contre, c'est très sec, d'accord, mais il doit faire très chaud. Il fait excessivement chaud ici, il fait très chaud ici. Il fait même, je crois que des fois au-delà de 50 degrés, 60 degrés peut-être. À l'ombre? Ah oui, tout à fait. Il fait très chaud. Et c'est pour ça que tu vois, il n'y a personne ici. Les gens ne peuvent plus rester ici, les animaux ne peuvent plus rester parce qu'il fait très chaud. C'est le désert dans le désert. Le désert dans le désert. Même les thermomètres n'ont pas pu savoir quelle température qu'il fait ici. Il explose. Tu sais c'est quoi, Michel? Ça c'est un tombe néolithique. Mais comment est-ce qu'on sait que ce ne sont pas des tombes islamiques? Parce que les tombes islamiques, c'est des tombes qui sont... C'est un trait, quoi. C'est un trait. Et les tombes néolithiques, c'est des cercles. Voilà. Et il y en a beaucoup comme ça? Il y en a beaucoup. Il y en a plein, il y en a partout ici. Oh, dis donc, partout. oui, alors. Et il y en a sur des kilomètres et des kilomètres. Oh, dis donc, il y avait du monde, hein. Oui. Donc le désert est un musée. Ah oui, tout à fait. Mais c'est un musée que, voilà, il y en a partout comme ça. Ici, à fleur de sable et décapé par les vents, remontent les traces de plusieurs siècles de civilisation. Débris d'objets divers, c'est toute une mémoire et ses gisements, mêlés et mélangés par le temps et la météo, qui attendent muets d'être classés, lus et compris. Témoignage usé d'une vie d'avant la sécheresse et d'avant les Touaregs, avec ses ateliers et son confort. Alors, on s'arrête juste au milieu d'un pâturage à dromadaires. Comment vous l'appelez, cette graminée? Ah, c'est les marcouba. C'est une graminée? Oui, c'est une graminée que les chèvres, les moutons, les chameaux, les ânes, tous les animaux qui ont sur la région ici mangent ça. Elle est bien sèche en ce moment. Oui, parce qu'elle n'est pas beaucoup plu cette année. C'est pour ça que c'est sèche comme ça, mais ils mangent ça quand même comme ça. Et cette sécheresse, elle est due à la proximité, entre autres, du tropique du Cancer. Il est un peu plus au nord, là, au-dessus d'Algérie, c'est ça? Oui, il est environ à 300 km d'ici, en allant sur l'Algérie. Alors, il y a aussi l'absence de nébulosité, puis il y a le vent quasi permanent. Alors, le vent, ça dessèche tout. Ah oui, c'est normal, parce que le vent ici, quand ça siffle très fort. Très fort. Ça fait du vent de sable, du vent de poussière? Ah oui, ça fait du vent du sable, et après ça fait de la poussière, de telle sorte que tu vois des fois même pas 2 mètres devant toi quand tu marches. Ah ouais. Et cette poussière, elle vient jusqu'à Paris, hein? Il paraît-il que oui, ça ne m'étonne pas. On en a même trouvé au Groenland, de la poussière du Sahara. C'est bien possible. À cause du vent qui dessèche tout, ça crée, si tu veux, un phénomène qui est terrible. Il pleut moins de 200 mm d'eau par an, mais la nature, à cause du vent, est capable d'évaporer entre 4 et 5 mètres d'eau à l'endroit où nous sommes là. C'est ça surtout qui crée le malaise, quoi, au niveau de cette sécheresse. Alors on voit d'ailleurs la présence du vent permanent, regarde, et puis la violence du vent, puisque les rochers sont complètement façonnés, ils sont sculptés. Le vent, là, on voit le sable à la base. Et ça, c'est dû au vent. Ça, c'est dû au vent. Quand il siffle toujours, ça sculpte les pierres. Ça fait des champignons. Oui. Ça fait des formes bizarres.
En fait, pour expliquer le fait qu'il y ait très peu de pluie au-dessus du Sahara, bah tiens, je vais dessiner le Sahara. Allez, blanc. Ça ressemble un peu à ça, non? Oui. Hein, comme Ouais. ça, une espèce de trapèze, comme ça. Eh bien, c'est parce qu'il y a une montagne, une grande chaîne de montagnes, dans le nord du Sahara, l'Atlas, qui empêche les masses humides qui arrivent du nord-ouest, eh bien, de venir arroser par ici. Puis il y a autre chose aussi. Là, il y a l'Atlantique, et bien sur le littoral atlantique, il y a un courant froid, qu'on appelle le courant froid des Canaries, et ce courant, eh bien, refroidit par friction l'atmosphère. Et du coup, toutes les masses humides qui sont transportées par le vent se condensent à cet endroit-là. Et ça décharge les masses humides. Tu vois? Et puis après, le peu qui passe par là rencontre les hautes pressions atmosphériques et patatrac, les nuages se disloquent et il ne pleut pas. Où est-ce qu'il se trouve le Mali? Eh bien, le Mali est là. Et Ouais. le Mali, ça fait 2 fois et demi la France. 2,5 fois la France. Ouais. Ah, dis donc, c'est énorme. Mais en même temps, ça donne aussi l'échelle du Sahara. On peut rentrer combien de fois la France dans le Sahara? Plus d'une vingtaine de fois. Même plus. Moi, je pense que plus. Le Sahara est vraiment très, très grand. Oh, dis donc. Oh, dis donc, une vraie gazelle, Zaïna. Tiens, viens voir. Je vais t'expliquer quelque chose. Tu vois ce gros rocher là? C'est du granit. C'est du granit et il est là depuis longtemps. Hein. Il est tellement usé, il ressemble à une boule. C'est le sable qui l'a transformé comme ça, avec le vent. Tout ce granit là, tu vois, il y a fort longtemps, il y a très 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 longtemps, il était très chaud, il était liquide. Et à ce moment-là, il y a des forces qui viennent du centre de la Terre qui l'ont fait monter vers la surface de la Terre. Puis un beau jour, le vent s'est mis à souffler très fort, la pluie est venue, et la pluie et le vent ont enlevé tout ce qu'il y avait autour de ce granit. Et ce qui fait que le granit, maintenant on peut le voir, il a été complètement dégagé, décapé, tu vois? Alors c'est pas une montagne qui est sortie du sol, c'est une montagne qui est née parce que le sol autour d'elle est descendu. Ça quand même c'est extraordinaire. Alors, ça c'est en route, hein. Ça s'est pas arrêté parce que nous on est là, ça continue, seulement c'est très très lent. Ça veut dire que dans des millions d'années, si on revenait par là, ça m'étonnerait quand même, dans des millions d'années, eh bien le paysage sera encore complètement différent. Badi, il y a toujours autant d'eau dans cette Guelta? Toujours. Toute l'année? Toute l'année. 12 mois, l'année, il y a toujours de l'eau ici. Tout le temps. Et même si ça descend, il y a d'autres gueltas de ce côté. Tu vois la fissure, Ouais. par exemple, là-bas, ça c'est l'eau qui coule des autres gueltas aussi qui sont un peu plus loin. Il y en a quoi, sur 500, 600 mètres. Ah ouais? Et tout ça, là, c'est de l'eau qui descend des montagnes et puis ça remplit les gueltas. Et en plus, c'est de la bonne eau, vraiment. Il n'y a aucun problème. C'est de l'eau analysée. On peut la boire? On peut la boire, on peut se baigner. C'est l'eau. Moi-même, en personne, j'ai amené l'eau à Paris et je l'ai analysée dans un laboratoire. Ouais. Et il n'y a aucun problème. Et en plus, il y a un autre médecin qui vient passer tous les ans une semaine dans la grotte qu'on Ah voit ouais? ici. Oui, il habite toute seule ici pendant Ouais. une semaine. On le laisse là, on vient le chercher, il a amené l'eau aussi. Et il a fait pareil. Et il n'y a aucun problème. Ça c'est quand même extraordinaire parce qu'on ne peut tout de même pas dire que cette roche soit une éponge. Et pourtant, elle stocke toute cette eau. Le massif de l'Adrar fait combien en superficie? Je crois que c'est au moins 2 départements français, Ouais, c'est ça? Hein? environ, ouais. C'est Ouais, énorme. ouais. Et tout ça, c'est fissuré. Il y a des milliards de kilomètres de fissures. Hein, donc toute cette eau collectée quand il pleut par l'Adrar, eh bien, entre dans les fissures. Hein, et tout ça, ça suit des réseaux souterrains invisibles. Et quand il y a une fissure principale, eh bien, l'eau ressort. Et c'est la chance que nous avons aujourd'hui, Voilà. hein, de voir cette eau ressortir à cet endroit. Ouais. Le Sahara n'est pas un désert biologique puisque la vie est présente plus ou moins partout. Il pleut rarement, mais la pluie est suffisante pour permettre cela. Quand il pleut, les Adrar, les montagnes, captent cette eau qui vient nourrir les nappes phréatiques. Les nappes phréatiques au Sahara sont très nombreuses, elles sont souvent abondantes et on les trouve à diverses profondeurs. Ici, la nappe phréatique ne déborde jamais puisque les montagnes sont très éloignées.
Alors voilà des belles gravures, des gravures rupestres. Et alors ce qui est intéressant quand on découvre ces gravures, c'est qu'elles nous présentent une grande faune africaine. Et ça, c'est la preuve qu'ici, dans cette région, eh bien, il y avait suffisamment d'eau et d'herbe pour nourrir cette grande faune. En tout cas, on sait que dans cette région, il y a 3000 ans, 3500 ans, quand les nappes d'eau de surface ont disparu, lorsqu'elles se sont évaporées, lorsque les grandes aires de la végétation ont disparu également, cette faune-là s'est repliée. Et en même temps qu'elle, se sont repliées les populations pastorales. C'est-à-dire que les hommes ont aussi quitté ce territoire. Certains sont restés, ils se sont adaptés. Ben, on les connaît aujourd'hui, ceux-là. Hein, ce sont les Touaregs. Alors, Michel, j'ai remarqué que tu parles beaucoup d'adaptation sur le Sahara. Dans le Sahara, par exemple, des fleurs, et des faunes, et de tout ça. Là. Et ça demande combien de temps? Alors une chose est certaine, Badi, c'est que pour que les plantes aient pu rester au Sahara, en tout cas certaines d'entre elles, comme elles n'ont pas de jambes pour fuir la sécheresse, elles ont dû s'adapter. On s'adapte, on part ou on meurt. Et c'est vrai que cette adaptation a pris du temps. Alors on pense qu'elle n'a pas débuté au moment de la dernière phase humide. Tu vois, il y a 5000 ans, la sécheresse est apparue à nouveau et probablement ça n'a pas suffi, ces 5000 ans, pour rendre hyper adaptés les plantes et les animaux tels qu'on les trouve aujourd'hui au Sahara. Alors on imagine qu'à l'intérieur même du Sahara, avant même toute cette succession de phases humides et de phases sèches, il existait déjà un endroit, un petit secteur hyper aride dans lequel les plantes et les animaux ont pu prendre le temps de s'adapter, tu vois. Et du coup, quand le Sahara est devenu très sec, eh bien de ce petit secteur hyper aride que l'on peut considérer comme un germe, eh bien les plantes en question et les animaux en question ont pu s'étaler, ont pu gagner du terrain. Tu vois, voilà, ça c'est une explication qui me semble cohérente. Alors, Michel, vous appelez ça calotropis. C'est ça, oui. C'est ça? Nous, on appelle ça torcha. Et à quoi est-ce qu'il vous sert cet arbre? C'est un arbre ici qu'on utilise beaucoup pour le feu. Parce que ça sèche vite et ça prend le feu aussi vite et c'est très léger à transporter comme bois. Le bois brûle bien? Brûle très bien. Et ça brûle très vite, quoi. Donc on l'utilise beaucoup pour ça. Et c'est le bois le plus léger de la planète presque, hein? Il est extrêmement léger. C'est très léger, c'est beaucoup léger. Alors je disais tout à l'heure que cette plante est adaptée aux conditions de sécheresse, et elle a raison parce que sinon ici elle ne pourrait pas vivre. Et cette adaptation en fait elle se situe surtout dans la feuille. C'est-à-dire que les jeunes feuilles sont recouvertes d'un fin duvet, ça empêche les rayons ultraviolets de détruire la plante, tu vois, de la fatiguer. Alors quand la feuille est costaud, quand elle est adulte, le duvet disparaît, mais la feuille est très vernie à ce moment-là. Tu vois, et du coup, ça renvoie le rayonnement solaire. Alors, en plus, la feuille est charnue, tu vois, il y a beaucoup d'eau à l'intérieur, donc la feuille, c'est aussi un stock d'eau. Mais il y a aussi autre chose qui est très important chez le calotropis, chez le torcha, c'est ça? Oui, torcha, oui. Tu vois ici, ça, cette écorce-là, c'est du liège. Alors, quand on regarde comme ça cette écorce, elle est très épaisse, elle est toute fissurée, mais quand on la touche, on peut la réduire en poudre, regarde. Oui, tu vois, c'est fou. Et ça, c'est aussi une sorte d'isolation. Et ça évite à l'arbre de souffrir, premièrement, des effets du soleil, et deuxièmement, du feu quand le feu ravage cet endroit. Quand il y a un peu d'herbe sèche, si quelqu'un met le feu, eh bien l'arbre est protégé du feu par cette écorce. Alors il y a aussi autre chose, quand on prend la feuille, c'est toujours impressionnant de voir à quel point cette feuille saigne. Il y a du latex qui s'écoule. Est-ce que vous l'utilisez, vous, ce latex? Le latex, là blanc, nous, on ne peut pas y toucher ça. Parce que pour nous, quand on touche ça, et d'ailleurs c'est réel,
Si on touche les yeux avec, après, c'est un truc toxique, quoi. Vraiment, ça fait très mal aux yeux. Des fois, on peut devenir même aveugle à cause de ça. Ah ouais. Alors ça veut dire qu'elle est mangée, cette plante, mais elle n'est pas mangée par les chèvres alors? Elle est mangée par un criquet, c'est un criquet qui la mange. C'est des criquets qui les mangent. Ouais. Ah ouais, tu te rends compte? Ben voilà, Michel, on parle de l'adaptation. Voilà un animal qui est adapté dans le Sahara à tout ce qu'on lui demande, les dromadaires. Par exemple, c'est un animal qui ne demande pas beaucoup de l'eau. C'est un animal, pendant la saison froide, qui peut rester 3 mois sans boire. La saison la plus chaude, il peut rester au moins 20 jours. Il peut transporter cet animal, il peut transporter jusqu'à 600 kg sur le dos et faire 15 jours de marche sans manger. Par exemple, si on va à Taoudeni, il n'y a pas un brin. Il transporte 6 barres de sel de Taoudeni jusqu'à ici. Ça fait en kilométrage, ça fait 700 kg. Et c'est un animal aussi que tu vois, qui remplace chez nous la voiture, par exemple. Moi, je mets mon sel, je vais aller, c'est un animal aussi qu'on utilise aussi ici pour des fêtes, par exemple, autour des tenders, pour danser. Et c'est un animal aussi, tu vois, il a une bosse là, et les gens ils pensent que la bosse c'est de l'eau, mais c'est pas de l'eau, c'est la graisse. Mais c'est la bosse qui donne des éléments à l'animal, par exemple. Tant que ça baisse doucement, mais ça remplace ce qu'il demande. Le dromadaire a été introduit au Sahara il y a seulement 700 ans. Il vient de la région du Nil, où il a été domestiqué depuis 3000 ans. C'est fou quand même, hein? Et alors, que son origine n'est pas là. Son origine se trouve en Amérique du Nord. Et le dromadaire, le chameau, l'alpaga, le lama ont un ancêtre commun, le Protylepus, qui vivait donc en Amérique du Nord, déjà dans des régions déjà un peu arides, tu vois. Et ce qui fait qu'à l'occasion d'une grande glaciation, le détroit de Bering s'est carrément asséché et le dromadaire et le chameau l'ont franchi, se sont installés en Asie, petit à petit, ils se sont répandus. Alors le dromadaire, lui, il est bien adapté aux régions arides mais chaudes, alors que le chameau, qui a 2 bosses, est bien adapté aux régions arides mais froides. C'est bon. Le sluggy qui est là, c'est un chien de compagnie ou alors vous l'avez là pour un usage précis, si j'ose dire? Alors, le sluggy, c'est un chien de compagnie. Et c'est un chien aussi qui sert beaucoup chez les nomades parce qu'il fait les bergers. En même temps, il protège les animaux des chacals. Et en même temps aussi, c'est des chiens qu'on peut même faire la chasse avec parce que c'est des chiens qui courent très vite. Et on peut chasser les gazelles, notamment avec ça, ou les lièvres, ou tout ça. C'est vrai qu'il est taillé pour la course, hein? Oui. Il y a des chiens, des fois, par exemple, le maître du chien, il va avec lui pour faire de la chasse et il revient sans son chien. Et pendant 15-20 jours, après, le chien, mais quand même, il revient. Donc il peut se passer de la compagnie des hommes. Ah oui, tout à fait. Bali, Oui.
une information. Si les prévisions astronomiques, autrement dit, si le cycle de la Terre, du mouvement de la Terre autour du Soleil continue, il n'y a pas de raison que ça s'arrête, on va vers une glaciation. Ça veut dire qu'après la glaciation, la Terre va se réchauffer et va se remettre à pleuvoir dans le Sahara qui va reverdir. Mais d'ici là, avant la fin de ce siècle, la température moyenne de la Terre va augmenter de 2 degrés à cause de l'augmentation de l'effet de serre. Et ça, c'est de notre faute, c'est la pollution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va se remettre à pleuvoir énormément au Sahara, qu'il va se remettre à verdir aussi. C'est difficile de critiquer le fait qu'il y a de l'eau dans le Sahara. Ça, c'est sûr, on en a beaucoup besoin, qu'on ne peut pas le critiquer. Mais je pense que le fait aussi d'avoir beaucoup, ce n'est pas une bonne nouvelle. Parce qu'on ne peut pas résister de toutes les façons à des vagues d'eau, ou je ne sais pas, ou des grandes pluies, par exemple. S'il y a des grandes pluies, ça va arracher tout ce qu'on peut avoir comme herbe et ça va inonder tout ce qu'on a. Peut-être même nous, hein, on va partir. Je pense qu'on habite dans des oueds comme ça. S'il y a beaucoup de l'eau, on va partir. Mais les temps changent vite et le climat aussi. Et ce qui, naguère au campement, était peut-être à craindre, n'est pas encore d'actualité. Le déluge n'est pas encore programmé dans l'Adrar des Iforas. Sous Bandiagara, aux dernières nouvelles, les Dogons continuent de s'adapter à la nature, c'est-à-dire de vivre sur les falaises et dans la plaine. Ici, l'eau rare tombe encore parfois du ciel et canalisée à travers les plateaux de grès, elle vient toujours à point pour faciliter les cultures, les baobabs et la vie. Par contre, au nord, chez les Touaregs, faute de pluie depuis des mois, la terre s'est encore asséchée. Les plantes meurent, les animaux aussi, et sans animaux, bientôt les hommes. Nous sommes au Mali en 2005 et le désert avance.